Bienvenue aux 24 heures du temps. C'est pas encore trop chaud, donc on va en profiter. Alors, ce que je vais essayer de faire, parce qu'on m'a donné une certaine carte blanche pour faire ce qu'on n'aime pas faire nous les designers, c'est d'expliquer un peu un processus créatif. Alors, quand on m'a demandé le titre, je vais dire, nous on raconte des histoires. Bon, il y en a d'autres qui font autre chose, mais bon, je raconte des histoires. Alors, je me présente très rapidement, là, Silberstein. De profession et de formation, je suis architecte d'intérieur et designer produit et graphique. Parce que souvent, on utilise le mot designer, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, la particularité de mon métier, c'est de chercher toujours, quelles que soient les créations, que ce soit au niveau d'un appartement, un magasin, une montre ou n'importe quel objet que je peux dessiner, une harmonie. C'est la recherche d'harmonie qui définit un peu le design. Le design est un mot anglais, mais j'aime bien le rapprocher de deux mots français. C'est le dessin, c'est pour ça que j'ai utilisé dans le titre dessin, et dessin, E-I-N, qui est l'intention. Donc tout notre travail, c'est de mettre en harmonie une intention et une création. Je n'étais pas du tout destiné à faire des montres. Je suis un Parisien d'origine. Avec ma femme, on est venu pour raison professionnelle à Besançon. On a trouvé la ville tellement belle qu'on a dit, quitte à nous installer pour vivre et éduquer nos enfants, on allait poser nos valises ici. Et donc, pendant des années, on a eu une agence d'architecture intérieure et de design. Et j'ai commencé au début des années 80 à dessiner des montres, et ça a eu un tel succès qu'une activité un peu violon-d'ingre nous a fait à 40 ans décider de changer de métier, le temps de terminer les chantiers. On a ouvert à 40 ans une entreprise d'horlogerie pendant 22 ans. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, je fais surtout des collaborations horlogères. Et le but de cette petite conférence, c'est de vous faire découvrir un peu d'où part une idée. Et je vais surtout réserver du temps pour répondre à toutes vos questions, parce que je vais aller volontairement un peu vite. Arrêtez-moi si je parle trop vite ou si vous ne comprenez pas. N'hésitez pas, on est en petit comité. Même si c'est filmé, ça reste entre nous. Alors, je vais voir si je sais travailler. J'ai cherché 4 citations de graphistes très célèbres ou d'architectes qui, pour moi, résument un peu ma philosophie de la création horlogère. C'est la première de Frank Lloyd Wright, qui est un très très grand architecte américain, qui est la recherche d'harmonie. Je dirais que cette phrase-là devrait inspirer tous les créateurs. Vous savez, quand vous assistez aux premières répétitions d'un orchestre symphonique sur les nouvelles pièces, il y a pas mal de cacophonie. Et quand vous faites la couturière, la première, vous avez l'harmonie. Donc cette recherche d'harmonie qu'on a dans tous les métiers est essentielle dans le processus créatif. La même chose pour un peintre et un sculpteur. Quelle est la chose la plus difficile pour eux? À quel moment ils arrêtent leur création? Il y a toujours le risque de vouloir encore et encore. La deuxième citation, Charles Eames, pour Frank Lloyd Wright, si vous allez voir sur Internet, il a notamment fait un chef-d'œuvre de maison sur une cascade, sur une rivière qui s'appelle la Waterfall. Le deuxième, Charles Eames, qui est aussi un grand architecte, qui a développé notamment des fauteuils, le lounge chair qui est très connu, avec son épouse. Et pour moi, c'est vraiment ce qui me motive dans la création, c'est le détail. C'est le détail qui fait la différence. Et j'ai eu la chance, comme premier client, d'avoir un partenaire japonais qui m'a appris à une époque où, par exemple, pour prendre un cadran en France, on le regardait comme ça, il y a 30 cm. Les Japonais, quand ils recevaient mes montres, ils prenaient nous, ils le regardaient comme ça. Donc là, ça change tout à fait l'approche. Et les 3 mots que je vous dirai tout le temps dans cette conférence, l'horlogerie, c'est 3 mots. C'est innovation, qualité et service. Le reste, on oublie. La troisième, qui est pour moi la plus importante, parce qu'elles sont toutes importantes, mais à chaque fois, je vous dirai la plus importante, c'est Milton Glaser, qui est un très grand graphiste américain du Pushpin Studio. Je vous conseille de regarder ses œuvres de la fin des années 60-70. Le wow effect, qu'est-ce que c'est? Quand vous voyez, vous allez dans une exposition, vous voyez une peinture, une sculpture, ou une montre, ou une automobile, ou n'importe quel objet, d'ailleurs du quotidien. Il vous plaît. Vous ne savez pas pourquoi. L'émotion, c'est la première définition de l'art.
C'est-à-dire comment un objet, une création artistique ou industrielle, déclenche en nous cette émotion. Alors après, il y a la deuxième partie du cerveau qui va dire oui, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai la place dans la maison? Mais cette émotion, c'est la recherche. Alors quand je présente, quand je tourne dans le monde entier, présenter mes nouvelles créations horlogères, et je vois un petit sourire au coin du visage de mon interlocuteur, je sais que c'est gagné. La communication non verbale passe par l'émotion dans tout ce qui est le domaine artistique. Et l'horlogerie est un domaine artistique. Enfin, il fallait que je trouve quand même une citation qui représente le design produit dans une stratégie de marque. Et Paul Rand, qui est un très grand graphiste américain, fabricant de logos, dessinateur de logos, en fait, vous avez des marques, je vais en citer une, Apple par exemple. Ils ont un designer extraordinaire qui s'appelle Jonathan Ives, qui a donné ce style au produit. Et en fait, c'est justement ce côté waouh des premiers designs d'Apple qui a fait le succès. De même, vous aviez dans les années 50, 60, un très grand designer allemand qui s'appelle Dieter Rams, qui a fait tous les produits Browns, que ce soit l'électroménager, les rasoirs, etc. Donc, ces deux références, Jonathan Ives pour notre génération, Dieter Rams, je vous conseille de regarder d'ailleurs toutes les citations qu'il a fait sur notamment les 10 commandements du bon design de Dieter Rams. On ne peut pas développer ça, mais d'autres marques comme Hermès, par exemple, a créé un univers. En fait, le design permet d'être en adéquation avec le dessin œilien de la marque. Créer cet univers magique qui peut aller depuis la sellerie chez Hermès jusqu'à une montre ou un foulard. On rentre dans le dur. Ce mouvement, j'ai beaucoup d'émotions à le présenter, c'est pour les amateurs, le 77-50 ou 51 en automatique de Valjoux, ça a été mon premier mouvement, la première montre que j'ai dessinée en mécanique. Et en fait, elle pose toutes les difficultés de dessiner un cadran. C'est ce qu'on appelle un chronographe à calendrier complet. Alors accrochez-vous, dedans on mesure toutes les échelles de temps. Vous avez le jour de la semaine, vous avez le mois, vous avez la date, et après vous avez sur l'heure, la petite seconde qui tourne parce qu'on voit que le mouvement fonctionne, et après les fonctions chronographe, seconde chrono, et les deux compteurs de minutes et d'heures. Alors, juste pour vous repériez quand même, pour ceux qui ne sont pas familiers, vous avez deux petits guichets ovales à midi. Il y en a un où il y a un petit smiley qui fait la gueule, c'est mardi, et le 09, c'est le mois. D'accord? En bas, vous avez la phase de lune, que j'avais oublié. Vous avez après heure, minute, c'est le triangle rouge et la minute bleue. La date, c'est devant le 19, c'est la petite pointe rouge. La petite seconde à gauche, à 9 heures, qui précise que le mouvement fonctionne. Derrière, vous avez une toute petite aiguille rouge qui vous indique quand votre montre s'est arrêtée, parce que là, c'est 10h10. Oui, est-ce que c'est 10h10 ou 22h10? Donc, le génie des concepteurs du Valjoux 7750, ça a été justement de mettre cette petite aiguille qui est dans la partie, c'est un secteur 24 heures, et au-dessus, vous avez le symbole maçonnique du soleil, et vous voyez qu'on est donc 10 heures. Voilà. Pourquoi je vous le présente? Parce que pendant 30 ans, j'ai dessiné tous les ans un autre modèle. C'est trouver, c'est une sorte de quête qu'on n'arrive jamais à... La quête pour un bon cadran, une bonne lisibilité, en changeant d'aiguille, de couleur, de matière, etc. Et encore aujourd'hui, je m'amuse à travailler sur ce mouvement, parce que pour moi, c'est celui que toutes les écoles de design devraient travailler quand ils veulent faire de l'horlogerie, parce que ce n'est pas du tout évident. Je ne vous cache pas que depuis, j'ai fait d'autres modèles, mais je ne vous les présente pas. Celui-là date de 2007. Un exemple de collaboration que j'ai fait avec la maison Ressence en 2022, mon ami Benoît Amitiens d'Anvers. Il a créé un mouvement qui est pour moi le plus beau mouvement représentant le temps qui passe, l'éternité du temps. En fait, tout le cadran tourne. La grande aiguille triangulaire des minutes, qui est vers 8,
est collé sur le cadran, et c'est tout le cadran, c'est un planétaire, qui tourne sur 60 minutes. Et vous avez les 3 petits cadrans, l'heure avec le cercle rouge, les jours de la semaine, le petit avec la triangle jaune, et mon petit crâne en haut qui donne les secondes. Ces 3 cercles tournent ils sont coordonnés de façon à être toujours dans votre axe de lecture, malgré le planétaire qui tourne. Ah, pourquoi ça m'a ému ce mouvement, et je lui ai proposé cette collaboration qu'il a acceptée, c'est qu'en fait ça m'évoquait les tableaux hollandais du XVIIe siècle, les vanités. Les vanités, c'était des tout petits tableaux, à peu près de 30 cm, qui représentaient souvent un sablier pour montrer le temps qui passe, une tulipe qui se fanait, qui est un peu aussi, disons, des symboles comme quoi on est mortel et il faut profiter de la vie, carpe diem. Vous aviez donc souvent le crâne, bien sûr, pour l'éternité, un sablier, une fleur. Et je me suis dit, essayons de transposer ces vanités du XVIIe siècle en une vanité horlogère du XXIe siècle. Et là, vous retrouvez donc le planétaire qui remplace le sablier, bien sûr la petite tulipe qui se fane pour l'heure, et mon petit crâne qui tourne sur lui-même pour la seconde. Et c'est notre façon aussi dans l'horlogerie de nous accrocher à l'histoire de l'art et comment les générations passées ont pu exprimer leur rapport au temps, à l'éternité, à la mortalité. Il faut parler de l'éternité dans le temps. Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait beaucoup de montres quartz, mais ce qui me passionne dans la montre mécanique, il n'y a pas d'obsolescence. Dans 200 ans, on pourra réparer mes montres et elles fonctionneront encore. Et quelque part, ce rapport au temps, c'est-à-dire que vous pouvez, vous savez, dans beaucoup de cultures, dans le monde entier, il y a une belle tradition où les parents offrent à leur enfant, quand il devient majeur, une montre. Au Japon, dans plein de pays d'Europe, ou à la Communion, souvent, en France. Quelle est la symbolique de ça? C'est extraordinaire. Tant que vous êtes un enfant, vous vivez selon le fuseau horaire de vos parents. Qu'est-ce que c'est que devenir adulte? C'est simplement, maintenant vous allez vivre selon votre propre fuseau horaire. Mais les parents, ce qu'ils veulent, c'est vous offrir l'objet de temps qui va mesurer ce temps qui est le vôtre et qui n'est plus le leur. Donc, quelque part, c'est aussi ce que la maison Patek Philippe a très bien compris dans sa communication, un objet de transmission, un objet d'amour et un objet extrêmement chargé d'émotions. Vous dessinez quelque chose de très particulier. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de penser de montre au poignet. On a tous des ordinateurs, des téléphones qui vous donnent l'heure. Pourquoi penser de montre au poignet? Pour une seule raison, et c'est la raison pourquoi je crée des montres. Il y en a d'autres qui font des montres mode à jeter, etc. Ce n'est pas mon propos. Ma philosophie du garde-temps, c'est qu'elle mesure la chose la plus intime qui soit, c'est votre temps intime, personnel. Moi, j'ai des clients qui m'envoient des montres à réviser, qui disent « Je sais à l'avance de 5 minutes, ne changez pas, c'est mon temps. » On ne cherche pas la précision, vous pouvez avoir une horloge atomique, une quartz, etc. On cherche quelque chose qui mesure ce qui est le plus personnel. L'heure que vous voyez sur votre téléphone, c'est l'heure universelle. Mais votre temps, c'est vous décidez de l'arrêter. C'est pour ça que la magnifique montre d'Hermès, qui est le temps suspendu, est un chef-d'œuvre. Pour ceux qui ne la connaissent pas, imaginez une montre. Vous avez un rendez-vous amoureux ou un moment de plaisir. Vous arrêtez le temps. Les aiguilles se mettent à 0, le temps qu'il faut. Et une fois ce temps suspendu passé, vous rappuyez sur le bouton et votre montre rattrape le temps qui passe. Et aujourd'hui, pour moi, toutes les maisons horlogères qui sont capables de proposer cette philosophie du temps qu'on peut personnaliser, adapter, c'est l'avenir, du moins pour l'horloger mécanique. Là, je suis parti d'un mouvement qui m'a été proposé, qui était tellement beau que j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? J'ai travaillé sur ce qu'on appelle le décor. Alors la particularité, c'est un mouvement tourbillon où le dispositif tourbillon, qui est en fait le cœur
battant d'un mouvement mécanique est à 9 heures. En général, il est positionné à 6 heures. Et je me suis dit, mais comment je vais raconter une histoire parce qu'il y a ce... Et là, j'ai eu l'idée de cette flèche de temps. Euh, et après, ne me demandez pas comment ça fonctionne. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai cette flèche qui part comme ça. J'ai après une sorte de c'est une sorte de canyon. Bon, j'ai la vie qui est là. Et j'ai après une sorte de grand plateau. Et là, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle des décors de côte de Genève. Et je me retrouve avec un problème parce que j'avais, d'abord, c'est un mouvement exceptionnel de 5 jours, une réserve de marche, et deuxièmement, un quantième aiguille. Et là, j'ai eu l'idée de travailler sur de la céramique, mais parfois, les problèmes se nichent dans les détails. Quand vous avez de la céramique, comment vous imprimez sur de la céramique? Au début, à l'époque où je l'ai dessiné, il y a une vingtaine d'années, on n'arrivait pas à bien imprimer. Alors, on a fait des essais avec du laser. On a découvert qu'avec une gravure laser, ça noircissait la céramique et ça faisait un résultat parfait dans des tout petits chiffres. Donc, si vous préférez, ça fait partie de ce qu'on disait au XVIIIe siècle d'exercice de style pour voir comment personnaliser un mouvement et raconter une histoire mécanique. Parce qu'on a des geeks, il faut être clair dans l'horlogerie, qui aiment la mécanique, mais il faut quand même avoir un peu de sensibilité, ce qui n'est pas toujours facile. Ça, c'est ma dernière collaboration que j'ai fait l'année dernière avec Yema, qui m'a donné carte blanche pour faire une montre de plongée. Alors là, c'est très clair. L'inspiration, elle est marquée. C'est les montres compressors des années 60. Et en fait, ce qu'on ne voit pas sur les photos, je vous ferai une incise après, c'est qu'en fait, la montre, dans une discothèque ou sous l'eau, c'est un feu d'artifice, parce qu'on a travaillé avec des matières photosensibles de très grosse épaisseur, qui fait que sous l'eau ou dans l'obscurité, vous avez vraiment une surprise. Point important, les photos ne rendent pas les montres. Il y a des montres que, même moi aujourd'hui, après 40 ans d'horlogerie, je vois des montres, ouais, comme ça, je la mets au poignet, c'est autre chose. Et c'est un peu la même chose, vous savez, quand vous voyez pour la première fois une photo d'une automobile. Elle vous paraît bien, puis après, quand vous vous asseyez, il n'y a pas le confort. On est mal assis, ou à la conduite, c'est pas ça. Donc, la notion d'ergonomie est très importante. Une montre est faite pour être testée ou portée. Je ne vous cache pas, la plus belle des émotions pour moi, c'est quand je mets pour la première fois le prototype non fonctionnel au poignet. Ça va ou ça ne va pas. Et c'est vraiment le porter, l'ergonomie qui est pour moi très importante. Je ne parle pas trop vite. Là, même chose, c'est un fournisseur, quelqu'un qui fait du traitement PVD, c'est un traitement de surface extrêmement dur pour le titane, qui me propose une nouvelle couleur, façon bronze. Et en fait, cette couleur m'a dit, mais pourquoi je ne ferais pas une collection steampunk? Parce qu'il y a des gens qui aiment bien le bronze, mais c'est une saloperie à porter, excusez-moi l'expression, c'est très dangereux, on a beau mettre des vernis, c'est pas ça. Et cette couleur m'a inspiré pour faire une collection qui rappelle un peu l'époque Jules Verne. Et en fait, c'est la couleur qui a inspiré une collection. Voilà. Même chose, une collaboration que j'ai faite avec Maximilien Musset, un BNF en 2016. Il a créé un mouvement exceptionnel où en fait l'échappement est central, tenu chez lui par deux pieds, et il avait 2 cadrans bombés. Et quand j'ai vu ce mouvement, je suis allé voir Max et je lui ai dit, ça ne va pas. Pour moi, c'est comme s'il avait une sorte de grand aspirateur dans les nuages qui récupérait du temps éternel, parce que le principe de l'échappement, il cadence le temps éternel, et après il le moulinait et en sortait des gouttes de temps qui tombaient sur les 2 cadrans. Alors je lui dis, désolé, tu as fait un cadran bombé, les gouttes de temps, elles vont rebondir. Moi, je l'aurais fait dans l'autre sens, comme des vasques qui récupèrent des gouttes du temps éternel pour mesurer notre temps. Quelque temps après, Max m'appelle et il me dit, écoute, j'aime bien ton idée, on va le faire ensemble. Donc, l'idée était toute simple, on fait nos 2 vasques, mais je n'étais pas satisfait des pieds qu'il a, enfin il a le sort de support métallique qu'il avait pour son échappement, et j'ai dit, je voudrais avoir quelque chose de tout transparent, donc pourquoi pas le faire en saphir?
Alors, pas la peine de vous dire, entre l'idée de faire un pont support de... C'est la pièce la plus difficile à créer. Il a fallu 2 ans pour trouver un fabricant. Tous ont refusé, qui a osé relever le défi de faire un pont en saphir. C'est une première mondiale. Et l'avantage de ça, c'est que quand vous voyez la montre, en fait, l'échappement central tourne et le pont que vous voyez au-dessus, là, est quasiment invisible. Et donc, j'ai vraiment mon effet d'échappement dans les nuages qui récupère des gouttes du temps éternel pour mesurer notre temps particulier. Oui, c'est de la philosophie, c'est de la poésie, mais pour moi, l'horlogerie, c'est ça. Et si vous n'êtes pas capable de... C'est un bon exemple d'un créateur horloger qui a trouvé mon idée extraordinaire et qui m'a permis de faire, en partant de son mouvement à lui, que je puisse raconter mon histoire. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans l'horlogerie avec les vrais créateurs. Ça, je suis très ému en voyant cette pièce parce que elle date de 95, 30 ans, et c'est le premier mouvement tourbillon, squelette, géométrique qui a jamais été fait avec la manufacture Lomania à la Vallée de Joux. Excusez-moi. J'avais envie de faire un mouvement squelette, je n'y connaissais rien. Et il y avait un très grand calibriste, malheureusement décédé aujourd'hui, je tiens à honorer sa mémoire, Gérald Balestra, qui m'a dit, bah écoute, tu as déjà fait un mouvement plein tourbillon, je vais t'aider à faire, parce que je voulais absolument avoir derrière les symboles de la Lune, du Soleil et de la Terre dans ma composition. Et à l'époque, on travaillait, c'est pré-internet, hein, on travaillait avec des fax. Alors, je faisais un dessin géométrique, je lui envoyais, il m'envoyait le dessin, il assurait, il dit ça, c'est pas possible, j'y connais rien en mécanique horlogère, il ne faut pas me demander quoi que ce soit. Il faut travailler avec les meilleurs. Et on a fait cette pièce-là. Alors, quand on a vu le mouvement, qui était magnifique, je me suis dit, bah, attendez, on vient de passer près d'1 an à mettre au point un mouvement transparent, et je vais mettre ça dans une boîte pleine. Alors, j'ai eu une idée complètement folle, je dis, on va faire une boîte en saphir. Ça n'avait jamais été fait, c'est une première mondiale. Et j'ai trouvé en Suisse, ceux qui me fabriquaient les verres en saphir, quelqu'un qui a accepté de faire ces boîtes en saphir, y compris la couronne. Il faut savoir qu'en Suisse, le fait que vous ne soyez pas de l'horlogerie, à la différence, si vous me permettez, de la France, ce n'est pas un problème. Ils accueillent les nouveaux et la nouveauté. Alors, ce qui est bien en Suisse, à la différence de la France, vous présentez un projet complètement fou. La première chose qu'ils vous disent, c'est pas possible. Vous voulez la traduction horlogère? On n'a jamais fait auparavant. Je vois leurs yeux briller, ils ont relevé le défi. Ça marche comme ça pour moi depuis 40 ans. Je n'ai pas eu un projet où je n'ai pas trouvé en Suisse, et parfois en France, je vous en présenterai tout à l'heure, une entreprise qui a été capable de relever le défi. Et notre métier de designer ne peut pas être séparé de l'expertise, du professionnalisme des sous-traitants. C'est eux qui font vivre l'innovation. Souvent maintenant, c'est bien, parce que quand vous avez une certaine notoriété, c'est eux qui viennent vous voir, vous présenter l'innovation. Et s'il y a bien un salon où je m'amuse comme un fou, c'est une cour de récréation, c'est le PHJ à Genève, qui est le salon des composants, où là, la plupart des entreprises présentent des choses extraordinaires. Je me retiens parce que sinon, on ne s'arrêterait pas. Mais notre métier est un compagnonnage avec tous les experts dans leurs différents domaines d'activité. Je peux avoir un dessin de base, la boîte, je la mettrai au point avec le fabricant de boîte. On dessine ensemble. L'horlogerie, c'est de la co-création. Et les horlogers qui prétendent faire, ils font un petit dessin et puis le donnent et puis débrouillez-vous, en Extrême-Orient, qu'ils fassent un autre métier. Sachant qu'il y a 2 métiers où il faut être spécialisé, ce sont designers horlogers, designers automobiles. Pourquoi? Parce qu'on a 2 contraintes majeures. On doit harmoniser un moteur et une carrosserie. Et souvent, les designers font une carrosserie, allez mettre le moteur dedans. Et la même chose dans les automobiles qui sont très belles, mais il y a plein de projets qui sont abandonnés parce que quand vous rentrez dans l'automobile, elle n'est pas confortable,
la visite n'est pas bonne. Le dessin était très beau. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont acheté des voitures et ils regrettent beaucoup. Parce que c'est qu'à l'usage qu'on découvre si l'harmonie est là ou pas. Ça, c'est un quantième perpétuel, un calendrier perpétuel que j'ai dessiné déjà une trentaine d'années. Voilà. En fait, c'est là où c'est intéressant de connaître l'histoire de l'horlogerie, notamment du XVIIIe siècle et l'âge d'or, notamment des complications mécaniques dans les montres de poche. Alors, ce qui était intéressant à l'époque, c'est que vous aviez sur la face avant de la montre de poche les indications importantes, usuelles, à utiliser tous les jours, et derrière, des indications complémentaires, astronomiques, ou de réglage. Qu'ont fait les horlogers suisses quand ils ont réduit la taille des mouvements? Ils ne sont pas ennuyés. Tout ce qui était derrière, ils l'ont mis devant. Donc aujourd'hui, vous avez plein de calendriers perpétuels où vous avez devant la date, le mois, les 4 années pour régler l'année bissextile, et j'en passe. De vous à moi, est-ce que vous avez besoin de savoir dans quel mois vous êtes? Vous devez avoir un problème, sinon. Donc, avec Sven Andersen, qui est un grand maître horloger genevois, je lui ai dit, écoute Sven, ce qu'on va faire, on va faire une montre avec un mouvement qui s'inspire des montres du XVIIIe siècle. Donc on a devant, là c'est une mono-aiguille, hein, c'est-à-dire que le cadran est divisé en 5 minutes. Si vous lisez bien, là il est 10h10, hein, la petite pointe triangulaire avec mes petits bonhommes. Et le cercle rouge indique la date, le 20. Et derrière, vous avez le réglage des 4 ans et des 48 mois. Parce que, en fait, le calendrier grégorien, vous avez tous les 4 ans une année avec le 29 février. Donc, il faut le régler pour pas qu'il y ait de saut. Et là, monde contemporaine, tradition du XVIIIe siècle, et c'est l'avenir. La même chose. Est-ce que vous avez besoin, dans une montre, d'avoir la réserve de marche sur le cadran? Sur votre tableau, dans votre automobile, vous avez un petit témoin de charge, en électrique, en essence. Ça fait des années que je dis aux fabricants de mouvements, mais faites-moi des mouvements automatiques avec un témoin de charge de la réserve de marche au dos. Bah non, je préfère le mettre devant parce que c'est plus facile. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Pourquoi c'est important? Quand vous avez une montre à remontage manuel, tous les matins, vous avez l'habitude de remonter la montre, on est d'accord. Mais quand vous avez une montre automatique, bah vous ne faites pas ça. Et résultat, vous pouvez rater un train ou un avion, ce qui m'est déjà arrivé. D'où l'importance d'avoir sur le cadran toujours une petite seconde qui tourne, parce qu'elle affiche que le mouvement est vraiment en état de marche. Parce qu'on ne va pas s'amuser à enlever sa montre du poignet pour voir si ça fonctionne ou pas. Ou le problème des montres Piaget notamment, je ne sais jamais si ça fonctionne ou pas. C'est un mouvement complètement fou qui a été dessiné par Angélus. C'est Lajou Pérez, c'est Sylvain Nourisson qui a dessiné ce mouvement. En fait, c'est un mouvement. La montre d'origine est très particulière parce qu'en fait, au poignet, vous aviez un gros tourbillon central et il fallait soulever la manche pour voir l'heure. Alors, je vais voir le patron, je lui dis, écoute, moi, je te propose le contraire. On donne l'impression d'avoir une montre normale, hein, on lit l'heure comme ça, et pour les copains, les amis, on tire un peu la manche et on a un magnifique tourbillon central, c'est un des plus grands du marché. Il aurait laissé une dizaine de mouvements, on en a fait 8, qui ont été vendus à peu près en 5 minutes en ligne. Ça, c'est vraiment de l'exercice de style, parce que ce que j'ai aimé dans l'idée folle d'Angélus, c'est comme s'il faisait une sorte d'opération à cœur ouvert, il voulait sortir le cœur de la lecture de l'heure. Vous avez d'ailleurs, sous les arcades, il y a un fabricant de morbier qui présente une horloge avec exactement le même concept, où on a d'un côté le mouvement et de l'autre côté la lecture de l'heure. Et résultat, tout le monde me demande depuis de faire la montre de forme carrée sans le tourbillon. Mais bon, on verra. Ça, c'est pour moi la quête que j'ai faite pendant près de 25 ans. J'ai la passion des
de la tradition genevoise des montres émaillées. Vous allez à des... Vous voyez ces pièces-là, c'est extraordinaire. Et mon problème, c'est comment faire des décors sur des boîtes, acier, parce que moi je fais de l'acier, maintenant je fais du titane, qui résistent aux portées de tous les jours. Et un jour, avec un fabricant français, à Frambourg, voilà, il avait la technique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une boîte gravée champ levé. Le champ levé, c'est-à-dire que vous creusez et vous laissez des petites séparations pour chaque couleur. Après, vous remplissez de lac, vous mettez tout au four. Après, vous polissez. Bon, là, il y a un petit secret de fabrication, je ne vais pas vous le dire. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait, d'un côté, vous polissez du dur, de l'acier, et de l'autre côté, du mou, de la laque. Il y a plein, vous voyez sur certaines couronnes ou lunettes, ça fait un creux. Moi, je dis non, moi je veux un effet émaillé, donc parfait. Et en fait, on a trouvé un truc qui permet de polir, de rattraper le différentiel du dureté de matériaux pour avoir un poli plat parfait. Pas la peine de vous dire qu'il y a 25% de déchets, parce que quand vous polissez, il y a des petites bulles. Et là, j'ai ma responsable qualité qui en sait quelque chose quand elle recevait les pièces parfois. Ça m'a donné un champ de création exceptionnel, que ce soit au niveau des couleurs, des matières. J'ai fait du camouflage. L'avantage du camouflage, c'est qu'on peut faire plein de couleurs. Mais ça, c'est la même chose. Il faut arriver à trouver... le plus dur, c'est trouver la couleur du bracelet qui aille bien avec la couleur du décor que vous faites, etc. Oui, j'adore la couleur. Alors maintenant, c'est la grande mode. Tout le monde met du ripolin dans les montres. Parce que comme il n'y a plus tellement de création, ils mettent de la couleur. Bienvenue au club. Je leur souhaite du plaisir. Mais c'est vrai que la couleur, ça ne veut rien dire si on ne travaille pas sur le matériau utilisé. Par exemple, actuellement, je fais des recherches pour avoir un rouge très vif en céramique. Il y a une seule maison actuellement qui a un brevet, c'est Hublot. Donc j'essaie de trouver un nouveau fournisseur qui arrive à me faire un rouge vif. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Même chose, quand vous regardez les montres de plongée proposées, elles sont toutes noires. J'en ai fait une avec Yema. Et puis, le même fournisseur, il m'avait proposé là, une sorte de traitement PVD sur titane, cuivré. Ben, je me suis dit, en partant de la couleur, même chose, on va faire quelque chose très, je ne sais pas, Hawaï, je ne vais pas parler de série télé, hein. Une montre à porter sympathiquement, avec un cocktail et autres, sur une harmonie d'orange avec des petites étoiles de mer. Et voilà, c'est ce décalage. Notre métier, parfois, c'est de faire un petit pas de côté. On reste très... C'est une montre technique, hein. Elle fait... c'est 200 mètres, je crois, celle-là. Il n'y a pas de problème majeur. Mais le petit pas de côté. Alors là, dans l'Ovel, vous avez une petite tête qui fait la gueule. Je vous la présenterai à la fin de l'émission parce que j'avais un problème, c'est que quand vous mettez le jour de la semaine dans des montres, les Allemands, vous voulez que les jours soient en allemand, les Anglais en anglais, les Français, j'en ai eu marre, excusez-moi l'expression. Donc j'ai décidé de faire des petits pictogrammes qui représentent les 7 jours de la semaine. Alors il y en a deux tout de suite qui sont venus à l'esprit. Le lundi, il fera la gueule parce qu'il retourne au travail. Et le vendredi, il est tout content, il pense au week-end à venir. Après, j'ai décliné entre les trous, sachant que c'est un peu ma marque de fabrique. Alors, ce qui est amusant, la première fois que je l'ai fait dans une montre, on m'a raconté une histoire d'un patron italien qui portait ma montre, et à chaque fois qu'il rentrait d'une négociation, il affichait le bonhomme qui faisait la gueule ou qui était très content. Ça voulait dire à sa secrétaire, il avait fait le deal ou il n'avait pas fait le deal. Comme quoi, on est parfois étonné du détournement qu'il peut y avoir sur des petits... Mais c'est ça, le fait de s'approprier son garde-temps. Là aussi, tout un travail que j'ai fait avec Louis Rare en 23. C'est une carte blanche que j'avais fait quelques années auparavant, on en a fait énormément. Et là, c'est un bon exemple
du travail sur les matières. Là, par exemple, vous avez, si vous regardez bien au niveau métallique, vous avez deux couleurs. Il y a d'une part des brancards polis de chaque côté, comme ça, qui sont plutôt blancs sur l'image, qui sont en grade 5 titane. Et les parties qui tiennent le bracelet mobile sont en grade 2, sablé, qui donne une couleur un peu plus jaune, etc. Et en fait, là, c'est vraiment le travail d'harmonie colorée, tant sur les couleurs que sur les matériaux et les finitions. Mon cahier des charges, kaki. Bon, qu'est-ce que j'avais comme base? Parce que c'était le bracelet nylon scratch que j'ai fait. Et en partant de la couleur du bracelet, ben, j'ai décliné les couleurs et les finitions. Vous voyez, par exemple, le petit cadran noir des heures est soleillé, ce qui donne disons, le travail entre les grainés et les soleillés. La montre se porte et se voit en 3D. Donc là, le photographe, il a fait de son mieux, mais on ne voit pas les rapports de mat et de brillant. Depuis longtemps, je voulais faire des cadrans métiers d'art et faire des bijoux pour hommes qui donnent l'heure. Et quand vous êtes en réunion, rien n'est plus mal poli de faire ça, mais ça, c'est facile pour voir l'heure. Et en partant de cette idée, je me suis dit, pourquoi pas faire une sorte d'affichage latéral de l'heure, et comme ça, je dégageais complètement la surface pour faire des pièces, des plaques personnalisées. Aussi avec Andersen, à Genève. Et pour moi, ça reste un de mes grands classiques. Et surtout, le fait que j'ai fait tellement de cadrans artistiques avec un trou au milieu, parce qu'il n'y avait pas le choix, il fallait mettre des aiguilles. Le jour où je peux me dispenser de ce trou au milieu, on a beaucoup plus de liberté créatrice. Des exemples de traitement sur les balles. Oui, j'adore la joaillerie, et notamment le diamant. Il faudra qu'on m'explique un jour pourquoi on sertit du diamant sur de l'or. Autant le faire sur une mode de beurre, ça sera aussi bien. Donc, si vous voulez un usage sportif d'une montre, ce qui est le cas de mes clients, on ne peut pas porter une montre avec des diamants, sinon vous allez avoir quelques problèmes de clients mécontents, parce que avec des pierres desserties. Donc, je me suis dit, c'était quand même il y a une vingtaine d'années, pourquoi pas sertir du diamant dans de l'acier? On m'a pris pour un fou. Mais il y avait à Genève la maison Vaucher qui a relevé le défi. Donc ils usinaient ce qu'on appelle un sertis invisible, que certains connaissent. Et je pouvais me retrouver, je me suis une fois retrouvé à Singapour dans une piscine, parce qu'après les salons assez chauds et humides, on aime bien se relaxer entre horlogers. Et je portais moi, un tourbillon dans une boîte comme ça. Et les horlogers, c'est fou, t'as un tourbillon, c'est dans l'eau, et en plus, il y a des diamants. Ben oui. Pour moi, la plus belle pièce pour un homme, c'est l'acier. Maintenant, on le fait en titane. Le titane serti diamant, avec une bonne qualité de diamant. Le seul problème, c'est qu'on a fait le prototype. L'artisan qui a fait la pièce, il a eu une semaine d'arrêt de travail parce qu'il a eu une tendinite. Parce que maintenant, on fait une pause plus facile. Et dans le même esprit de travail sur les matières et les matériaux, j'aime bien l'idée de montres de soirée. J'ai dit pourquoi pas les faire toutes gainées cuir. On a la chance d'avoir une très grande tradition gainière en France, bracelet ou maroquinerie. Et on a mis au point, avec Jean-Claude Perrin, là c'est de l'alligator doré. Et là, je faisais à la demande des pièces uniques, harmonisant les montres et les cuirs. Et Hermès était très content de ce que je faisais, mais il ne pouvait pas le faire. Et je terminerai sur la dernière création que j'ai faite avec Utinam, qui est de l'autre côté de la rue, une horloge, parce que j'adore les horloges, qui est là aussi une vanité, qui reprend le symbole très connu du crâne qui représente l'éternité, et aussi de la dague, Skull and Dagger, qui représente la protection. Un symbole protecteur pour les gens qui ont des up and down, des hauts et bas dans la vie. C'est un symbole de résilience. Merci de votre attention.